Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder les différences entre les DEX et les SEX. Oui, avec un C. C'est-à-dire la différence entre l'échange centralisé d'un côté et décentralisé de l'autre. Alors bien qu'il s'agisse dans les deux cas de plateformes d'échange, elles sont fondamentalement différentes sur leur fonctionnement. Je vais aborder les similitudes, les différences et les limites des échanges centralisés et décentralisés. C'est parti. Une plateforme d'échange de crypto-monnaies, c'est essentiellement un marché où tu peux acheter, vendre ou échanger tes crypto-monnaies. La manière dont les transactions fonctionnent et les fonctionnalités qui sont accessibles dépendent par contre fortement du type d'échange que tu vas utiliser. Parlons d'abord des échanges centralisés comme Binance, Kraken ou encore Coinbase. Être centralisé signifie que les transactions sur la plateforme sont effectuées avec un seul intermédiaire centralisé, avec un carnet d'ordres où les ordres sont enregistrés et validés. Toutes les transactions ont donc lieu dans la base de données même des échanges et les informations des utilisateurs sont traitées et stockées sur les serveurs de la plateforme. Les échanges centralisés sont donc souvent soumis à des obtentions de licences dans les pays où ils veulent être actifs. Cela signifie notamment qu'ils sont obligés de remplir certaines obligations pour éviter toute fraude ou blanchiment d'argent via leur plateforme. C'est d'ailleurs pour ça que les utilisateurs d'échanges centralisés doivent fournir des données personnelles et souvent leurs coordonnées bancaires lors de l'inscription. C'est ce qu'on appelle les vérifications KYC et AML pour Know Your Customers et Anti-Money Laundering. Les débutants aiment les échanges centralisés vu la simplicité d'y réaliser des transactions. J'ai par exemple personnellement commencé mes premiers échanges sur Binance simplement parce que c'était super facile. Et c'est seulement un peu plus tard, quand je me suis intéressé de plus près à la DeFi et que j'ai appris que les échanges centralisés sont dépositaires, et retiens bien ce mot dépositaire, ce qui signifie en fait qu'ils stockent les fonds des utilisateurs dans leur propre portefeuille, que j'ai un peu commencé à changer mon fusil d'épaule et à chercher des solutions plutôt du côté décentralisé. Parlons-en justement. La principale différence est que dans un DEX, il n'y a pas d'entité centrale et les transactions se font sur la blockchain. Les transactions sont donc effectuées à l'aide de contrats intelligents, ou smart contracts, et les ordres sont exécutés sur la chaîne directement. Cela signifie que l'échange n'a pas de contrôle direct sur les actifs crypto de tous les utilisateurs pendant le processus. Les DEX ne sont donc pas dépositaires. Les cryptos restent toujours dans ton propre wallet dont tu détiens la clé privée. Les DEX ne traitent pas non plus avec l'argent fiat et par conséquent, ils ne te demanderont jamais tes coordonnées personnelles, ta pièce d'identité ou tes coordonnées bancaires pour la conformité KYC ou AML. Il existe plusieurs types de DEX, mais il y en a trois principaux que je pense que tu devrais connaître. Le premier sont les teneurs de marché automatisés, ou AMM en anglais pour Automated Market Maker, comme Uniswap et SushiSwap. Les DEX à carnet d'ordre comme DYDX et Serum, et dernièrement les agrégateurs de DEX comme OneInch. Parlons brièvement des AMM. Les AMM sont les DEX les plus populaires sur le marché aujourd'hui. Les systèmes AMM utilisent des contrats intelligents pour résoudre les problèmes de liquidité. Les contrats intelligents de ces DEX ne font pas correspondre des ordres d'achat avec des ordres de vente comme avec un carnet d'ordre traditionnel. À la place, ils exploitent ce qu'on appelle les pools de liquidité. Grossièrement dit, les pools de liquidité sont financés par des utilisateurs appelés fournisseurs de liquidité ou liquidity providers en anglais, qui sont récompensés par des frais de transaction. Alors tout ça peut sembler un peu chinois à première vue, mais prenons un exemple plus concret. Nous voici par exemple sur le site d'Uniswap, qui est l'un des DEX les plus utilisés. Si je clique ici sur Launch App, je peux en quelques clics échanger une crypto contre une autre. Imaginons par exemple que je veuille changer 0.1 Ether contre des USDC. Le nombre d'USDC que je veux obtenir est affiché ici, 182 par exemple USDC, et on voit ici les frais de transaction liés à cet échange. Par exemple, dans ce cas-ci, à peu près $8. Ceci inclut à la fois les gas fees, mais aussi la commission, donc les frais de transaction qui vont revenir aux fournisseurs de liquidité. Dans ce cas-ci, par exemple, 0,05%. Alors, les différentes pools sur Uniswap, on peut les retrouver ici dans l'onglet Pools, en allant dans Pools du haut. Et on a donc ici une liste de toutes les pools disponibles sur Uniswap. On voit que c'est sur 6 pages, donc il y en a quand même quelques-unes. On retrouve par exemple notre paire USDC-ETH avec des frais de transaction de 0,05% et une TVL de 282 millions. Alors TVL, ça signifie Total Value Locked, c'est-à-dire la valeur totale exprimée en dollars qui est inclue dans ce pool. Alors si je veux par exemple moi-même ajouter de la liquidité dans une pool, je peux simplement ici ouvrir une nouvelle position. Reprenons toujours notre exemple ETH USDC. On voit ici qu'on a différents niveaux de frais en fonction de la stabilité des paires. Prenons par défaut par exemple 0,05% qui est idéal comme c'est indiqué pour les paires plus ou moins stables. Et imaginons par exemple que je veuille déposer un Ether
En contrepartie, je devrais également déposer environ 4500 $. Alors je peux aussi choisir la fourchette de prix dans laquelle je veux rajouter de la liquidité dans le pool. Ça, c'est une nouveauté de la version 3 d'Uniswap. Ça ne vous parle peut-être pas encore maintenant, mais justement, parlons-en. Dans un échange centralisé, on va utiliser un carnet d'ordre, c'est-à-dire mettre en rapport un acheteur avec un vendeur. Dans le cas décentralisé, on utilise par contre une formule de market maker automatique, notre fameux AMM. Donc ici, on est dans un cas très simple avec une fonction constante. Ce n'est pas vraiment la réalité d'Uniswap, mais c'est pour que tu puisses vraiment bien comprendre le principe. Le prix va suivre cette formule de fonction constante. Donc imaginons par exemple qu'on ait des Ethers sur l'axe des abscisses et des USDC sur l'axe des ordonnées. Si je viens changer des Ethers pour des USDC, ça veut dire que je vais rajouter des Ethers à la pool. Je vais donc me diriger vers ce sens-ci de la courbe. Et ainsi, plus je vais apporter d'Ethers à la pool, plus je risque de faire changer le prix. Alors ceci dépend évidemment de la quantité totale de liquidité qui se trouve dans le pool, mais revenons à notre exemple, par exemple de USDC ETH, je vois que j'ai une TVL de 282 millions. C'est-à-dire que si je viens changer, comme je l'ai montré par exemple tout à l'heure, un Ethereum pour des USDC, je ne risque certainement pas d'avoir un impact conséquent sur le prix. On le voit d'ailleurs ci-dessous, on a un impact sur les prix qui est calculé automatiquement. On voit qu'il est relativement faible. Si par contre je veux échanger, disons 100 000 Ethers, au cours du jour à peu près 180 millions de dollars, par rapport à ma TVL totale dans le pool, ça aura évidemment un impact beaucoup plus conséquent. Testons-le. Voilà, on voit ici que pour 100 000 Ethers, en fait, je n'obtiendrai que à peu près 94 millions d'USDC, alors que réellement, si je vais sur n'importe quel exchange, je peux avoir un Ether pour 1800 USDC. On le voit d'ailleurs ici, on a un Price Impact Warning de plus ou moins 48%. Ceci est dû au fait que, en rajoutant beaucoup d'Ethers dans ma pool, je vais avoir un impact considérable sur le prix, et donc me déplacer dans ce sens-ci de la courbe et avoir des USDC à un niveau beaucoup plus bas par rapport au niveau de liquidité disponible dans le pool. Résumons déjà ce qu'on a appris jusqu'ici. Un CEX fonctionne de manière similaire à ce que l'on retrouve sur les marchés traditionnels. C'est une façon de trader qui utilise un carnet d'ordre où les market makers et les market takers placent des ordres. Le carnet d'ordre permet d'associer les acheteurs et les vendeurs, et le CEX prélève une petite commission sur chaque transaction. Le carnet d'ordre et l'entité qui opère l'échange sont au cœur de cette opération, ce qui rend le modèle centralisé. Pour commencer à utiliser un CEX comme Binance, il suffit de créer un compte et de vérifier votre identité conformément aux réglementations locales. Le CEX gardera également les actifs que vous souhaitez trader sur les plateformes après que vous les ayez déposés sur votre compte. On parle donc de plateformes dépositaires. Les DEX, quant à eux, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ils n'utilisent généralement pas de carnet d'ordre pour faciliter les transactions, bien qu'on a quand même des modèles hybrides comme DYDX qui existent, mais au lieu de cela, ils utilisent principalement le modèle de tenue de marché automatisé ou AMM en anglais. Pour utiliser un DEX, vous avez simplement besoin d'un portefeuille crypto et d'une certaine quantité de crypto dessus, et en raison de leur nature décentralisée, aucun enregistrement de compte n'est requis de la part des utilisateurs. Vous avez donc vos propres fonds sur votre propre wallet dont vous détenez la clé privée. Comparons maintenant tous les avantages et inconvénients de chaque type d'échange. Tu pourras ainsi sans problème choisir ce qui te convient le mieux. Commençons par la complexité. Les échanges centralisés sont de manière générale assez simples à utiliser. L'ouverture d'un compte se fait finalement presque de la même manière que pour ouvrir un compte bancaire traditionnel et de nombreux guides sont généralement fournis pour aider l'utilisateur. L'expérience utilisateur est donc très simple et accessible au plus grand nombre. Pour un utilisateur novice, il peut être difficile de comprendre comment naviguer et utiliser un DEX. Il ne faut pas spécialement être super technique, mais pour pouvoir naviguer et comprendre ce que l'on fait sur ce type de plateforme, il est quand même important de comprendre certaines notions. Par exemple, les frais de gaz, les pools de liquidité et le glissement pour en citer quelques-uns. Si ces termes ne te parlent pas d'ailleurs, ne t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos pour couvrir ces sujets. N'hésite d'ailleurs pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme évoqué plus tôt, tu vas devoir fournir toutes tes coordonnées, ta carte d'identité et même parfois une preuve d'adresse, donc de domiciliation, pour pouvoir bénéficier des services d'un CEX. C'est un processus chronophage et bien entendu, tu oublies complètement ton anonymat. Lorsque tu utilises un DEX par contre, tu n'as aucune information à fournir à qui que ce soit. Tu te connectes au DEX avec ton wallet et tu effectues les transactions que tu veux sans ne devoir rien à personne. Les CEX sont dépositaires. À l'instar d'un compte bancaire traditionnel, l'échange a donc une dette vis-à-vis de toi,
mais tu ne détiens pas directement tes propres crypto-monnaies. L'inconvénient est que si l'échange devait faire faillite, comme c'était le cas par exemple pour FTX, il se peut que tu ne retrouves jamais tes fonds. Pour utiliser un DEX, tu utiliseras ton propre wallet. Tes cryptos sont donc stockés dans un portefeuille auquel seul toi as accès. Tu as donc un contrôle total sur tes actifs et personnellement, c'est un des facteurs les plus importants pour moi qui fait que j'utilise des DEX au quotidien. Par contre, tu ne peux pas exiger d'avoir le support et le filet qu'un CEX pourrait offrir. Si tu perds ta phrase mnémonique par exemple, qui a servi à la création de ton wallet, ou que tu envoies des cryptos vers un mauvais wallet ou un mauvais contrat, tu perdras simplement tes fonds et tu es le seul responsable. Les échanges centralisés restent des sociétés qui doivent rencontrer une certaine rentabilité. Parfois, les frais sont assez bien cachés, par exemple en prélevant une commission sur chaque trade que tu effectues. Les CEX ont donc du mal à ce niveau-là à concurrencer les DEX qui ont beaucoup moins de frais de gestion. Attention toutefois à tenir compte des frais de gaz qui sont à payer par toi-même lorsque tu effectues une transaction sur un DEX. Ces frais peuvent varier fortement en fonction de l'utilisation et la congestion de la blockchain. Il m'est déjà arrivé par exemple en plein bull run de payer jusqu'à 100 $ pour une simple transaction. Les DEX ont souvent une beaucoup moins grande liquidité disponible que les CEX qui comptabilisent des beaucoup plus gros volumes de transactions. Si la profondeur de marché n'est pas suffisante et que tu trades des gros volumes sur un DEX, l'impact sur le prix peut être beaucoup plus important que sur un CEX avec plus de liquidité. Alors, est-ce que tu devrais opter pour un DEX ou pour un CEX ? Pour les novices, un CEX est souvent le choix le plus simple. Cela évite de devoir comprendre tout de suite comment fonctionne l'infrastructure décentralisée d'une blockchain. Globalement, les risques de commettre une erreur irrécupérable, comme perdre l'accès à tes fonds ou les envoyer à une mauvaise adresse, sont bien moindres qu'avec un CEX. Donc, si tu débutes dans le monde des crypto-monnaies ou si tu préfères un service plus convivial, le CEX est peut-être idéal pour toi. Ceci dit, je t'invite à commencer à apprendre les concepts de la DeFi et à devenir à l'aise avec différents protocoles, par exemple en t'abonnant à ma chaîne, car le DEX reste quand même un formidable point d'accès à l'univers de la DeFi. Avec ton propre wallet et ton indépendance financière, tu peux interagir avec n'importe quel protocole DeFi. Tu as donc une totale autonomie financière. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu auras appris quelque chose et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!